Bienvenue dans ce 7-8 Société spéciale profession. Oui, de temps en temps, on vous présentera comme ça des métiers avec des gens qui l'exercent. Et on va commencer par une profession, évidemment, dont vous pensez peut-être savoir beaucoup de choses, mais dont on ignore aussi beaucoup de choses. C'est la profession d'avocat. Et pour en parler, je suis avec maître Stéphanie Gauthier. Bonjour, vous êtes avocate au barreau de Versailles, vous êtes membre du Conseil de l'Ordre et vous êtes plutôt spécialiste du droit de la famille. Tout à fait. Maître Frédéric Champagne, bonjour. Vous êtes le bâtonnier de l'Ordre de Versailles. Vous êtes avocat au barreau de Versailles. Vous êtes pénaliste. Oui. Hein. Vous êtes aussi, je crois, un fan de polar. Oui, absolument. Hein. Et vous êtes à la tête donc des 750 avocats 750, oui. qui composent le barreau de Versailles. Et votre mandat, évidemment, a commencé avec la grève des avocats. Il y a eu le Covid, donc c'est pas un bâtonnat de tout repos. Non. C'est un mandat qui a commencé sur les chapeaux de roue. On va en parler. Hector Lachoisie, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat. Vous êtes numéro de TOC 405, je crois. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon vestiaire dans la salle des cases des avocats est le numéro 405. D'accord. Et vous êtes installé à votre compte, hein, vous avez ouvert votre cabinet d'avocat, vous êtes pénaliste, et vous avez été secrétaire de la conférence du stage, c'était en 2018, je crois. En 2019, l'an 2019. dernier. Et vous nous expliquerez ce qu'est la conférence du stage. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul, puisque en visio avec nous, il y a 3 jeunes avocats. Leili Chaïd Nouraï, bonjour. Bonjour. Vous avez prêté serment, je crois, en 2016, et Exactement. vous êtes la présidente de la commission Jeunes Barreaux. Donc vous êtes une jeune avocate du barreau de Versailles. Et à vos côtés, Gabriel de Broissia, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi avocat, vous êtes aussi secrétaire de la conférence du stage. De la même façon que Vincent Niclot, vous n'êtes pas le chanteur, hein? Absolument, je chante à Vous peine êtes mieux. homonyme, mais vous avez une très belle voix, puisque vous aussi, vous êtes secrétaire de la conférence des stages de 2019. Vous devez donc un peu de respect à Hector, qu'il était avant vous. Et vous aussi, vous êtes à la fois généraliste, vous pratiquez le droit du travail, le droit de la famille et le droit pénal. Hein, on va parler un petit peu de ce métier avec vous trois. Et avec nos 3 invités qui sont en plateau. Alors, on va peut-être commencer par cette question, comment et pourquoi on devient avocat. Je vais commencer par vous, maître Gauthier. Vous avez toujours voulu exercer ce métier? Étonnamment, oui, en fait, depuis toute petite, non, je crois que j'étais en 3e. Ah oui. Ouais, quand j'ai imaginé être avocat, au début, c'était un rêve un peu lointain, hein, que je caressais de très très loin, parce que j'étais pas... Bon, aussi, je travaillais à l'école, mais pas super, j'étais pas la meilleure de la classe, quoi. C'est la règle. Pour moi, la règle, elle doit s'appliquer. Quand on devient avocat, on se rend compte qu'il y a des règles et elles ne sont pas forcément appliquées. Et ça, c'est compliqué. Ah oui. Oui, ça s'appelle la jurisprudence, je crois. Ça s'appelle la jurisprudence. Oui, on va parler de ça. Oui, il y a les lois, il y a les jugements des tribunaux. Maître Champagne, vous avez hésité, je crois, entre magistrat et avocat, non? Oui. J'étais pas forcément, quand j'ai intégré la faculté de droit à Orléans, je n'étais pas encore complètement décidé. Et puis c'est au gré de lecture, de rencontres, que j'ai opté plutôt pour le métier d'avocat que celui de magistrat. Mais c'est vrai que j'ai hésité. En tout cas, au départ, c'était assez ouvert. Je ne savais pas exactement vers quel... Et puis après, on affine au gré des années qui passent, on affine selon ses choix. Évidemment, Hector Lachoisie. Moi, je suis rentré un jour quand j'étais étudiant dans une salle d'audience correctionnelle. J'ai vu un prévenu dans le box qui avait ni famille ni avocat pour le soutenir. Ah oui. Ça m'a vraiment donné envie de soutenir les pauvres gens qui étaient dans le box. Et depuis cette rencontre, j'ai essayé de devenir avocat et pour l'instant, j'ai réussi. Leili, par exemple, vous pouvez nous raconter comment est venue votre vocation? Alors, je viens d'une famille de juristes. C'est un petit peu la croix que je porte. Mais initialement, je voulais être psychologue. Et finalement, je crois qu'avec le métier d'avocat, surtout en droit de la famille, on l'est tous les jours. Et donc, j'ai suivi le chemin parental et embrassé en même temps une de mes passions qui est la psychologie. D'accord. Vincent Niclot. Alors moi, je viens d'une famille, pour le coup, de militaires et d'ingénieurs, donc aucun juriste dans cette famille. Hésitation au début après le bac. Vous savez que les études de droit sont parfaites pour patienter.
Et de la même façon que M. Bâtonnier, des rencontres. Et puis je crois aussi un certain goût pour la littérature. Il y a dans cette profession une passion pour les histoires individuelles qui s'exerce chaque jour. Donc je crois que c'est là que s'est joué ce choix. C'est par ce biais-là. Et Gabriel de Broissia? Bon, écoutez, moi, de mon côté, c'est assez simple. Ma grand-mère voulait que je devienne prêtre et je n'étais pas assez dans les bonnes grâces du Seigneur, donc j'ai décidé de changer de robe. Voilà, c'était une question de robe, hein, de toute façon. C'était une question de robe. Est-ce qu'il y a des grandes figures, les uns ou les autres? Il y a des avocats médiatiques, évidemment, mais il y a des avocats peut-être qu'on connaît moins, mais qui vous ont marqué, des gens qui vous ont inspiré pour exercer cette profession, Maître Champagne? Moi, très clairement, alors sur les figures emblématiques contemporaines, quelqu'un comme Henri Leclerc, par exemple, est quelqu'un qui peut évidemment susciter des vocations. Qui a suscité. Alors, si on prend, je sais pas, si on parle des avocats, le nom d'Henri Leclerc revient très souvent. Hein. Ah oui, c'est vraiment, il est l'incarnation enfin, pour les pénalistes, il est l'incarnation de l'avocat pénaliste. Enfin, c'est de toute évidence. J'ai eu la chance de partager un dossier avec lui. J'étais alors jeune collaborateur du cabinet qui m'employait. C'était remarquable de travailler aux côtés d'un confrère tel que celui-là. Et également une lecture, alors là, pour d'un confrère plus ancien, qui était Alberno. Formidable. Voilà, le livre Les défendre tous. Oui, absolument. Moi, j'ai lu ça aussi quand j'étais jeune. Voilà, c'est vrai que. Ça fait vraiment partie des littératures. Oui, c'est vrai qu'il y a des livres comme ça qui peuvent inspirer des carrières. Hector? Eh ben moi, j'ai eu la chance d'être l'élève avocat de Jean-Yves Liénard, qui est, je crois, un des plus grands plaideurs De Versailles. de Versailles. Hein? Mais je pense que c'était un des plus grands pénalistes français, quelqu'un de très attachant, qui voulait partager sa passion auprès des jeunes. Et ça m'a beaucoup inspiré, en tout cas. Stéphanie? J'ai pas de personnage en particulier. Non, c'est vraiment une fonction. Enfin, Alors, peut-être que là, il y a une différence, mais vous allez nous dire aussi, hein, entre les pénalistes et parce que, évidemment, quand on parle des figures d'avocats, c'est souvent des pénalistes, souvent des gens qui plaident, souvent des gens qui sont amoureux du mot aussi, enfin, hein, peut-être plus, ceux qui inspirent plus sont peut-être plus des pénalistes, non, que les autres? Sans doute. Les autres sont des grands juristes. Je pense que c'est lié vraiment à l'exposition. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la plaidoirie, il y a une place très importante qui est laissée à la plaidoirie, à une forme de ce que certains appellent la théâtralisation, mais qui n'en est pas tant que ça. Mais il y a l'audience elle est publique. Les choses, puis la matière, elle est souvent spectaculaire. Un avocat qui va intervenir à la cour d'assises, c'est toujours dans des dossiers qui sont exceptionnels par leur nature. Ah, vous savez que vous connaissez cette phrase de Maître Floriot, hein, qui était un grand avocat aussi, qui dit quand justement Badinter a supprimé la peine de mort et Floriot avait dit il tue le métier parce que c'est vrai qu'il y avait un enjeu évidemment pour les avocats qui était quand on devait couper la tête de l'accusé. Moi je suis très content de ne pas avoir eu à connaître cet enjeu parce que je pense que c'était quelque chose. Mais la personne pour qui je travaillais, mon patron, a connu, on lui a requis 3 fois la peine de mort dans le cadre de l'exercice professionnel. Il m'a dit que c'était quand même des choses assez incroyables à vivre. Hein. C'était un poids. Il a dû assister, non, à des... Non, elle n'a jamais été prononcée dans les dossiers qu'il a eu à traiter. Il est décédé il y a quelques temps, mais il n'a jamais eu... Ouais, ça devait être quelque chose... C'est pas la même pression. Hein. Vous trois, alors allez-y, hein, qui veut... Est-ce qu'il y a comme ça des figures emblématiques qui vous ont guidé, qui vous ont inspiré, en tout cas? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Par les lectures d'abord, je pense à Berryer, à Henri Robert, qui sont dont on conserve encore aujourd'hui des plaidoiries entières qui sont des chefs-d'œuvre de littérature. Et s'il devait y avoir un modèle aujourd'hui, à part ceux qui ont déjà été cités sur le plateau et qui le sont incontestablement, je pense au bâtonnier Bonan à Genève, qui est un virtuose de l'éloquence. Et c'est un véritable bonheur de l'écouter à chaque fois, pour ma part. Gabriel, peut-être? Écoutez, moi je pensais tout simplement à André Damien, qui est un ancien bâtonnier de Versailles, que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'étais jeune, et qui m'a beaucoup inspiré, et qui m'a vraiment donné envie de faire son métier. Et Layli Nouraï, alors c'est peut-être dans votre famille, vous, tout simplement? Malheureusement, je vais devoir vous répondre oui, effectivement, la figure paternelle était quand même assez présente. Après, j'ai un prof d'université qui m'a énormément marqué et donné le goût du droit. Alors, pour le coup, c'est le goût du droit administratif. Ça peut paraître un peu étonnant. C'est Yves Godwin. Qui, je pense, par sa bienveillance, sa gentillesse et son amour de la matière, m'a donné, je pense, envie d'embrasser cette profession. D'accord.
parler justement, les pénalistes, les autres, hein, il y a des spécialisations. La plaidoirie, c'est quelque chose d'essentiel. Un avocat, c'est quelqu'un qui plaide forcément ou pas? Il y a des avocats qui sont des conseillers, qui écrivent des dossiers, qui plaident pas, mais est-ce que le fait, voilà, alors c'est évidemment, c'est plus le pénal hein, qui est en jeu là-dedans, mais la plaidoirie, c'est important? Dans certaines matières, ça reste un élément important de l'intervention de l'avocat. Dans d'autres, comme vous le disiez, moins. Hein, les avocats qui font essentiellement du conseil, qui font des activités juridiques plus que juridictionnelles, mais encore dans certaines matières, hein, comme évidemment le pénal, mais le droit prud'homal aussi, qui laisse une place importante à la plaidoirie. Alors ça, c'est peut-être dans bon nombre, y compris dans l'activité pénaliste, c'est peut-être dans bon nombre de moments d'intervention, ça n'est plus autant un moment clé que par le passé. On va quand même de plus en plus vite sur certaines procédures, mais dans certains cas, et notamment, je pense par exemple à la procédure criminelle, oui, ça reste encore un moment important. Un moment important de l'intervention. Vous vous souvenez de votre première grande plaidoirie difficile Ah oui, elle était, oui, je m'en souviens. C'était dans la cour d'assises d'Eure-et-Loir, et j'ai un souvenir partagé. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr de qualifier ça de bon souvenir, mais c'était un souvenir émouvant. C'était ma première plaidoirie de cour d'assises, et c'est vrai que c'est impressionnant parce que les enjeux sont importants. C'est-à-dire que la personne qui est dans le box, on ne parle pas d'une amende, on ne parle pas d'emprisonnement avec sursis. On sait que ça va être un petit peu binaire et que voilà, les choses risquent. Ou ça marche ou ça casse. Voilà. Ou ça passe ou ça casse. Là, le résultat était mitigé. Voilà, c'était donc, et à l'époque, il n'y avait pas d'appel. Hein. Il faut se souvenir qu'on ne pouvait pas faire appel, donc c'était devant une cour d'assises, donc. Cour d'assises, et c'est vrai que sans la possibilité de faire appel, il y avait ce sentiment il n'y aura pas de deuxième chance. Voilà, on jouait tout à la première audience. Hector, vous vous souvenez Moi, je me souviens que c'était à Versailles et que quand vous avez posé la question de la première bonne plaidoirie, je ne sais pas si la première plaidoirie est forcément bonne. En tout cas, on a peur et on a envie de bien faire parce qu'effectivement, on avait requis de la prison ferme. C'était pas des assises, mais ça engendre chez vous un petit peu de réticence parce que vous avez envie de bien faire, effectivement. Comment ça se prépare d'ailleurs on va parler des autres fonctions des avocats que le pénal, mais évidemment, pour le public, ils imaginent toujours un procès devant des assises, etc., ou enfin, devant un tribunal correctionnel. Comment ça se prépare? Parce que les avocats ont des notes, mais ils ne lisent pas. On ne lit pas une plaidoirie. Non, normalement non. En principe. Non, en principe non. Devant les assises, je parle oui, bien sûr. Non, c'est ça. Une plaidoirie se prépare d'abord par une connaissance la plus exhaustive possible du dossier. Hein. Et elle s'affine au fil de l'audience. La cour d'assises est une procédure qui est luxueuse. Hein, on a une instruction qui permet de recueillir beaucoup d'éléments d'enquête. Et puis ensuite, on a une audience qui est la plus luxueuse aujourd'hui parce qu'elle peut durer plusieurs jours. Et c'est au fil de l'audience également, parce que quand on est pénaliste, on sait qu'il y a un dossier à la cour d'assises, il y a un dossier papier, entre guillemets, un dossier théorique, toutes les choses qui ont été collectées jusqu'avant l'audience. Et au moment du départ de l'audience, on sait que les choses peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Des points qu'on pensait minimes deviennent majeurs, et des points qu'on pensait majeurs, finalement, c'est facile. Il faut s'adapter, donc. Il faut s'adapter. C'est-à-dire que la plaidoirie, vous la préparez aussi au fil de l'audience. Il n'y a pas pire qu'une plaidoirie qui serait préparée et figée et qui ne s'adapterait pas à l'audience. C'est un vrai risque de passer à côté de la réalité du dossier. D'autant que vous parlez après l'accusation, après le procureur, donc il faut s'adapter aussi aux réquisitoires, il faut se laisser des marges d'adaptation, absolument, parce que quelquefois, le président vous dit, maître, vous avez la parole, et puis le ministère public vient de se rasseoir, donc on a généralement 5-10 minutes de pause, mais c'est pas là qu'on fabrique la plaidoirie, donc il faut vraiment, au fil des interventions des uns et des autres, la partie civile, le ministère public, pouvoir affiner sa plaidoirie par des petites touches d'audience. Lady, justement, Vincent et Gabriel, la plaidoirie, c'est quelque chose d'important, d'essentiel pour vous, ou c'est plutôt le travail en amont du dossier? Et ça dépend peut-être aussi des domaines d'intervention dans lesquels vous intervenez. Écoutez, c'est toujours essentiel. Ça nous permet d'une part de profiler nos écritures à l'oral et d'avoir toujours une petite touche supplémentaire, un petit argument qu'on n'aurait pas forcément dit par écrit et qu'on va pouvoir accentuer à l'oral pour convaincre d'autant plus le juge qui est en face de nous. Leïli ou Vincent? Si je peux me permettre, je pense, en tout cas, moi je pratique le droit de la famille. On est dans un petit cabinet, dans un petit bureau face au magistrat. Et il y a un rapport de proximité. Et l'oralité
permet justement de toucher le magistrat. On parle d'affaires familiales, on parle de divorce, de perte d'enfants. Le fait de rendre concret, réel par des mots simples qui retracent la réalité du quotidien de la vie de nos clients permet parfois de toucher le magistrat et de faire basculer une décision que ce dernier n'aurait peut-être pas pris à la simple lecture de nos écritures. Stéphanie Gauthier, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, complètement d'accord. La plaidoirie n'est pas réservée au pénal. Moi, je quasiment maintenant plus que le droit de la famille, même si j'ai fait un peu de pénal et du droit social. C'est important parce qu'on est au cœur des familles. Donc il y a des choses qu'on peut écrire. Moi, je trouve que les deux sont importants, l'écriture et évidemment la plaidoirie. Mais comme il disait, c'est d'expliquer aux magistrats un peu la vie de nos clients. Quand ils sont là, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Oui, c'est un peu gênant, non, parfois? Non, c'est bien. Parfois c'est pas bien parce qu'ils savent pas. C'est compliqué pour eux d'arriver à une audience. Nous, c'est notre quotidien. On a l'habitude d'être devant un magistrat, devant un bureau. Eux, c'est leur première, souvent. Là, vous parlez par exemple d'un divorce ou... Par exemple d'un divorce, effectivement, qui se présente devant le juge. Pour eux, ça peut être compliqué. Donc il y a des dossiers où moi j'aime bien qu'il soit présent à mes côtés, et il y a d'autres dossiers où je me dis qu'il est préférable qu'il ne le soit pas. Parce que je sais que ça va être compliqué pour eux de pouvoir s'exprimer surtout. C'est pas tant s'entendre, finalement, ils savent ce qu'on va dire, puisqu'on va l'écrire préalablement. Mais en famille, la plaidoirie, elle reste importante. Le contact est important. Mais Lélie le disait, ça se passe dans un bureau, oui. ça. Hein, oui. C'est-à-dire, vous ne levez pas, il n'y a pas vous ne levez pas avec des grands effets de manche. Il n'y a pas tant à en avoir. Je ne crois pas qu'il y ait des effets de manche à avoir en droit de la famille. Maintenant, on n'est pas toujours dans les bureaux. Quand on est en appel, on est dans une salle d'audience. Ouais. Donc là, on n'est pas dans la même configuration. Mais est-ce qu'on est vraiment dans des effets de manche? Je crois que moi, je suis très attachée aux mots. Donc, je ne suis pas tant dans l'expression physique, mais c'est tout ce qu'on peut dire et essayer de transmettre comme message. Je sais pas. Et il y a donc une différence entre le dossier que vous avez écrit, parce qu'il y a beaucoup d'écrits dans ces dossiers-là, et ce que vous dites. Alors normalement non, parce qu'il y a quand même des contradictoires. Non, je veux dire, non, mais il y a des, non, enfin pas sur le fond, hein, je parle pas sur le fond, mais dans la façon d'expliquer, peut-être ou d'exprimer. On peut pas avancer un nouvel argument, évidemment, puisqu'on a un principe du contradictoire à respecter, mais la façon de l'exprimer, peut-être oui. Dans l'émotion, parfois c'est plus facile oralement d'expliquer une situation émotive du client. On est plus avec eux. Ouais. Je reviens au pénal. Il y a quelques avocats comme ça qui disent moi je veux bien assurer la défense, mais je veux pas être partie civile. La partie civile défend les victimes. Souvent, donc elle est un peu presque du côté du procureur, j'allais dire. Et il y a des avocats comme ça qui disent qu'ils le font, mais c'est pas leur premier élan. Vous comprenez ça, ou pour vous c'est un peu la même chose? C'est un dossier et puis on défend un dossier, quoi. Alors c'est pas ma façon de penser. Moi je pratique aujourd'hui pratiquement à parts égales la défense des parties civiles et la défense des prévenus ou des accusés. Donc j'ai pas ce blocage qu'on retrouve d'ailleurs en matière prud'homale. Vous avez des avocats qui sont étiquetés entre guillemets avocats employeurs et qui ne sont pas forcément salariés, et surtout des avocats traditionnellement salariés qui ne souhaitent absolument pas être avocats employeurs et qui ont la même vision: je ne peux pas être l'avocat de l'employeur ou je ne peux pas être l'avocat du salarié. En pénal, vous en avez effectivement qui privilégient en général d'ailleurs soit un secteur d'activité. Vous avez des avocats de victimes ou des avocats de partie civile qui ne veulent plus faire de défense et des avocats de défense qui ne veulent plus. C'est un choix, c'est une sensibilité personnelle qui se retrouve, je crois, dans l'exercice professionnel. Ça peut être aussi lié à un exercice antérieur qui est que on est traditionnellement avocat de la défense, on a construit sa carrière là-dessus et les gens ne comprendraient pas en termes d'image. Voilà. Vous avez raison de comparer avec les défenseurs d'employeurs et les défenseurs de salariés. Si on défend des employeurs, après, mais on a peur de perdre ses clients. Alors c'est vrai que chez les avocats de la défense, il y a souvent une espèce pas de mépris, mais il peut y avoir et c'est vrai que ça n'est pas le même exercice. Ceux qui pensent qu'on est du côté de l'accusation ont à la fois raison et à la fois tort. On n'est pas accusateur, on est des défenseurs. Pareil, on est quand même les défenseurs d'une personne qui se dit lésée ou de proche d'une victime qui est décédée. Donc il ne faut pas faire cette confusion, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même exercice. Évidemment, d'un point de vue, ni même la même pression. Ni la même pression, oui, bien sûr. Évidemment, on n'a pas la même pression. Ça, c'est évident. Donc voilà, on a fait un peu le tour de pourquoi vous êtes devenu et pourquoi on devient avocat. On va s'intéresser maintenant à comment on devient avocat. Évidemment, donc d'abord il y a les études de droit.
Jusqu'à quel niveau? C'est maîtrise ou c'est... Alors, ça change tout le temps. Ça change. Alors, de mon temps, Effectivement, c'était il la faut- maîtrise. Oui, de voilà, mon mais je temps. crois que c'est toujours le cas. Je crois que c'est maintenant. C'est maîtrise, c'est 3 ans, hein? Non, c'est 4 ans. 4 ans. Alors la maîtrise n'existait plus, mais maintenant on dit Master 1. Et il faut 4 ans donc, pour pouvoir présenter l'examen. Et après, il y a 2 ans, quasiment 2 ans d'école du barreau. Donc dans l'idéal, c'est 6 ans, mais dans les faits, souvent les étudiants ont 1 ou 2 Master 2 avant de présenter l'examen du barreau. Alors, l'école du barreau, c'est comment? C'est quoi? Ça se passe où? Alors, en l'état, ça se passe... alors, ce sont généralement des écoles qui sont régionales. Hein. Il n'y a pas une Ouais. école, mais des écoles qui sont à peu près réunies par compétences de cours, d'appel. Pour la cour d'appel de Versailles, l'école du barreau qu'on appelle l'EDAC, elle est située à Viroflay actuellement. Elle a longtemps été à Versailles, mais elle est aujourd'hui à Viroflay. Et donc, elle a effectivement une scolarité qui est panachée de stages concrets, de stages pratiques, et puis de cours plus théoriques, mais qui sont quand même très axés sur des cours de plaidoirie, sur des cours de rédaction de conclusion. Enfin bref, c'est quand même une école qui va plus sur le pratique que sur le théorique, la théorie étant censée acquise par les étudiants qui arrivent avec un bac plus 4 ou un bac plus 5. Il y a un rapport qui vient d'être remis, je crois, au garde des Sceaux, dont l'auteur est Sandrine Clével, qui était la doyenne de la faculté de droit de Versailles-Saint-Quentin, qui demande une meilleure formation pour les jeunes avocats. Est-ce que vous pensez que la formation n'est pas bonne? Alors moi, je pense qu'elle est perfectible. Je pense qu'elle est perfectible pour être intervenu à l'École nationale de la magistrature en intervention ponctuelle. J'ai constaté des méthodes qui étaient des méthodes qui, moi, me paraissaient plus intéressantes que certaines qu'on suivait dans les matières que je pratiquais, moi, à savoir la procédure pénale ou le droit pénal. Ce sont des choses qui évoluent. Hein. C'est vrai qu'à une époque, on avait encore pas mal d'enseignements théoriques qui, aujourd'hui, font quand même de plus en plus place à un enseignement qui est quand même plus axé sur le pratique, plus axé, parce que c'est quand même le but. C'est vrai qu'on reçoit des étudiants qui ont, encore une fois, un bagage universitaire qui est important, mais qui est théorique, et de la théorie à la pratique, il y a quelquefois un monde total. Oui. En fonction des matières, ce fossé est encore plus large qu'ailleurs, mais réellement, on peut tout arranger. De toute façon, on peut tout optimiser. Après, c'est une histoire aussi de moyens. C'est une histoire de voilà. Aujourd'hui, l'école d'avocat est une école que je qualifierais d'accessible financièrement. Il faut en face. C'est payant? Oui, il y a des frais de scolarité, absolument. Oui. Alors, ce qu'il faut mettre en face de la réforme, il faut mettre un coût, et puis ce coût, savoir comment il est géré. Est-ce qu'il est géré par les ordres? Pourquoi pas? Est-ce qu'il est géré par les étudiants? Pourquoi pas? Mais c'est quelque chose qu'il faut quantifier. Mais tout est toujours perfectible. Je pense qu'on pourrait effectivement faire un petit peu différemment sur certaines matières. Et puis, en espérant que ça effectivement, aille dans le bon sens. Mais tout est perfectible. C'est perfectible. Vincent, Lily, Gabriel, je vous prends tous les trois ensemble à chaque fois. Mais votre formation d'avocat, vous la trouvez satisfaisante? Il y a des choses que vous aimeriez qui s'améliorent? La formation est très vaste. La formation porte sur plein de domaines. Alors, il y a un domaine qui est fondamental, c'est celui de la déontologie, sur lequel on axe véritablement en école d'avocat, puisque les rapports avec les confrères au quotidien sont fondamentaux dans la profession. Maintenant, pour ma part, c'est vrai que j'ai trouvé que certains enseignements étaient assez généraux, particulièrement dans les domaines qui m'intéressaient, mes spécialités, mes domaines dans lesquels j'aurais voulu me spécialiser. Mais de toute façon, c'est quelque chose par lequel on doit passer, puisque les domaines du droit sont tellement vastes, tellement nombreux, on ne peut pas tout enseigner en école d'avocat. C'est assez normal finalement. Mais c'est vrai peut-être avancer un petit peu plus dans avoir plus de spécificité pour donner des choix de spécialisation plus avancés aux jeunes avocats, ce serait peut-être une manière de faire évoluer cette formation. Maître Lajoie-dit, entre la formation et puis le moment où on devient avocat, il y a un grand écart? Oui, dans la pratique de tous les jours, Oui, parce qu'en réalité, quand vous arrivez et que vous prêtez serment, il y a un ancien bâtonnier qui avait coutume de dire qu'on ne savait rien faire. Moi, je pense qu'il a en partie raison, dans la mesure où ce qui vous apprend réellement le métier d'avocat, c'est votre stage final, c'est éventuellement votre stage que vous faites au parquet. Mais quand vous êtes à l'école d'avocat, quand vous êtes à l'université, même si
Par exemple, les cours en école d'avocat à l'EDAC sont, moi je trouve, très bons. Même s'ils sont très bons, ça ne vous apprend pas la réalité du métier, comment est-ce qu'on gère un justiciable qui n'est pas content, comment est-ce que quand vous êtes collaborateur, vous apprenez à faire 5 dossiers en une après-midi quand on vous prévient à 14h30 pour 14h. Voilà, il faut y tout aller, ça, c'est de la pratique, c'est de l'empirisme. Et on ne pourra jamais l'apprendre, à mon sens, dans une école d'avocat ou à l'université. Moi, ce que je regrette, c'est qu'à l'université, l'examen du barreau, il est très, très théorique. On accueille des étudiants qui sont très, très bons scolairement parce que la sélection se fait sur les écrits et qui, après, ont peut-être une intelligence à l'oral qui est un petit peu différente. Et aujourd'hui, il y a des très bons étudiants qui n'arrivent pas à devenir avocats, à mon sens. À mon avis, parce que scolairement, ils sont un peu moins bons, alors qu'en réalité, ça pourrait être des très bons avocats. Je trouve que la formation est un petit peu trop scolaire, du moins à l'université. Qui donne les cours dans les écoles d'avocats? C'est des avocats ou c'est des profs de droit? Pas exclusivement, il y a des profs. Moi aussi, j'interviens à l'EDAC. D'ailleurs, on fait une intervention avec Vincent Niclot, normalement, en fin de journée à l'EDAC sur la plaidoirie. Des magistrats, des professeurs d'université, enfin, c'est assez diversifié, y compris des professionnels, d'ailleurs, d'autres, des enquêteurs. On a sur D'accord. Vraiment, c'est pluriel. Vraiment, la formation est plurielle. Mais en fait, on pourrait dire, il y a les études de droit qui sont assez théoriques, les études d'avocat un peu plus pratiques, et puis le métier qui est encore plus... voilà, on met les mains dans le cambouis, carrément, hein, c'est un peu ça, non? C'est ça. En fait, il y a une réforme. La formation de l'avocat questionne souvent parce que, à notre époque, enfin à mon époque en tout cas, on avait 1 an d'école d'avocat et ensuite on était obligé d'avoir pendant 2 ans une sorte de maître de stage. Et c'est un peu l'école de la vie. Hein. Et là, on était dans un cabinet, on était obligé d'avoir un maître de stage qui nous explique un peu comment ça se passait. Et je trouve dommage que ça ait été supprimé. Ouais. Parce que l'école aujourd'hui, c'est 18 mois. Il y a des stages, effectivement, mais ça remplace pas le terrain. Tu as raison, c'est dans les cabinets qu'on se rend compte de gérer un client, tout ce qui se passe dans notre profession, quoi. C'est dommage. Alors j'accueille Geoffrey Meyer qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes également jeune avocat, vous êtes également secrétaire de la conférence du stage. Absolument. Et justement, voilà, est-ce que vous avez trouvé une grande différence, puisqu'on parlait de cette question-là, entre le moment où vous avez passé le CAPA, c'est le CAPA toujours, ça s'appelle toujours le CAPA. Toujours. Ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé. Et le moment où vous avez exercé pour la première fois votre métier? Oui, nécessairement. C'est vrai qu'on ressent quand même de manière assez sensible la différence qu'il peut y avoir entre l'aspect peut-être parfois un peu trop théorique de l'apprentissage de la profession et l'exercice même de la profession qui nécessite quand même, pour se faire correctement, une certaine expérience. Et c'est vrai qu'on sent vraiment la réelle différence qu'il y a entre ce qu'on peut apprendre à l'école et les enseignements qui nous sont dispensés et les aspects pratiques de la profession. Et ce que nécessite comme expérience l'exercice de la profession d'avocat. C'est un concours, le CAPA, au fond. Enfin, c'est un examen, mais il y a combien de... C'est quoi le pourcentage de reçus? Oh, il est très important. Important? Oui. Je ne sais pas quel est le pourcentage. C'est-à-dire que ceux qui font ces 2 ans là sont motivés aussi, évidemment. Ils sont motivés et quasi assurés de D'accord. venir. Ah oui, vraiment. Mais la sélection, si je peux me permettre, se fait vraiment à l'entrée de l'école. Oui. Et je trouve qu'à une époque, c'était un petit peu un concours déguisé parce qu'officiellement, c'est un examen. Mais officiellement, c'est un examen. À l'université de Versailles-Saint-Quentin, chaque année, il y avait exactement le même nombre d'admis. Et on nous disait que c'était pas un concours, mais quel que soit le nombre d'inscrits, il y avait exactement le même nombre d'admis chaque année. Donc, c'est il y a un côté un peu concours déguisé. Est-ce qu'il y a trop d'avocats? Sans doute pas. Moi, c'est vrai qu'on peut avoir ce réflexe-là en se disant... Là, on dit 750 avocats dans 750, le barreau de Versailles. c'est ça. On est à peu près 4000 sur le ressort de la cour d'appel avec Nanterre, Pontoise et Chartres.
Paris, c'est énorme. Hein, Ah oui, c'est énorme, c'est la moitié du barreau français. Oui. Ça oscille entre 25 et 30 000, on va dire, en fonction. ça, oui. Et là, en ce moment, voilà, c'est la moitié du barreau français, mathématiquement, pratiquement chaque année. Alors, trop d'avocats, je ne sais pas, les domaines sont multiples. Peut-être que la profession est un peu frileuse à réfléchir, à explorer d'autres sphères d'intervention. À Versailles, on essaie de développer, notamment avec la participation de la commission dont Stéphanie Gauthier fait partie, tout ce qui est mode alternatif des règlements, des conflits avec tout ce qui est médiation. La médiation, voilà. c'est très Donc, important. ce sont des secteurs sur lesquels les avocats sont encore un petit peu hésitants. Ils regardent, mais je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Alors, trop d'avocats, je ne sais pas. Moi, depuis que ça va bientôt faire 30 ans, on ne cesse de me dire non, il n'y en a pas trop parce que les gens vont tous partir en retraite. Puis en fait, ils partent pas tous en retraite, mais ça fait 30 ans que j'entends le même discours. Donc, Et la démographie, on a deux femmes qui participent à cette émission, c'est Leïli Chaïd Nouraï et vous, Stéphanie Gauthier. Il y a une féminisation de la profession. Alors, je ne sais pas si on peut parler de féminisation, j'ai l'impression que ça a toujours été. Enfin, peut-être que je me trompe, hein. Moi, ça fait 20 ans que j'exerce. J'ai toujours l'impression qu'il y avait... Beaucoup de femmes. Oui. Mais là, il n'y a pas une majorité de femmes Si, dorénavant. Combien 65%. 65% de femmes, ouais. Et c'est plus encore à l'école d'avocat. Hein. Ah oui. Ah oui. Et chez les magistrats aussi, hein. Oui, bien Je sûr. crois que les magistrats, c'est 80% de femmes à l'école nationale de la C'est une magistrature. vraie tendance. Comment on explique ça? Vous avez une explication de ça? Oui, d'abord, vous êtes... Je sais pas. Non, mais c'est peut-être que est-ce que les femmes ont plus le sens de la justice que les hommes, non? Plus le goût de la justice? Peut-être la chose juste. Donc, je ne sais pas. J'en sais rien. Je sais pas ce qui peut motiver les Donc, uns et les autres. c'est Non, vraiment, compliqué de faire je sais pas. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est une réalité. Alors, racontez-nous, peut-être Hector, mais aussi Leïli, Vincent, Geoffrey et Gabriel, comment ça se passe pour vous? Alors, je crois que Vincent et Hector, vous êtes installés, vous avez ouvert votre cabinet, hein? Tout à fait. Après avoir travaillé dans un autre cabinet, c'est ça? Moi, j'ai été collaborateur du bâtonnier Lanton pendant 3 ans. Ouais. Et au bout de 3 ans, je me suis installé, j'ai monté mon propre cabinet qui exerce exclusivement d'ailleurs en droit pénal. D'accord. Et ça veut dire quoi, ouvrir son propre cabinet? D'abord, c'est des frais, non? Ça veut dire que vous n'avez aucune garantie, c'est-à-dire que vous... Avant, vous étiez salarié, ça se passait comment? Alors officiellement c'est pas du salariat, on est indépendant, c'est-à-dire que votre votre avocat patron, vous lui faites une facture, c'est un de vos clients. Dans les faits, c'est toujours C'est une sorte de salariat. Un petit peu du salariat. On va pas dire ça parce que vous allez avoir des ennuis fiscaux. Mais... Dans les faits, c'est un petit peu du salariat déguisé. Mais en réalité, quand vous créez votre propre cabinet, eh bien là, vous n'avez plus de revenus assurés par un avocat patron. Vous devez effectivement louer vos locaux et avoir vos propres clients. Donc c'est une démarche un petit peu différente. Vincent, c'est la même chose, hein? Absolument, j'ai été collaborateur pendant 1 an, un cabinet qui faisait du droit du travail exclusivement. Et j'ai pu m'installer là récemment à Versailles dans un cabinet qui fait, et dans lequel je loue un bureau, qui fait, lui, plus du droit de la famille et du droit pénal. Et j'ai, au sein de ce cabinet, du coup, à développer ma propre clientèle. Exactement. D'accord. Leïli, vous êtes installée... Je suis dans la même situation que Vincent et Hector. J'ai été collaboratrice pendant 4 ans. Je viens de quitter un cabinet qui exerçait principalement, en tout cas dans mon département droit de la famille. Et je me suis installée là depuis le mois de septembre à mon compte. J'exerce principalement droit de la famille, droit pénal aussi. Et sous les bureaux. D'accord. Et Geoffrey et Gabriel, vous êtes collaborateurs dans des cabinets existants, c'est ça? Absolument. Je suis collaborateur également dans un cabinet spécialisé en droit des affaires. Et vous pensez que vous allez un jour, comme on dit, voler de vos propres ailes ou... Bon, en principe, c'est la logique de tout exercice de profession d'avocat. Ouais. C'est vrai que généralement, le démarrage veut qu'on exerce d'abord en tant que collaborateur et qu'ensuite on puisse alors soit devenir associé du cabinet dans lequel on exerce, soit éventuellement créer le nôtre si cette perspective ne peut pas aboutir. Mmh. Vous vous souvenez du premier client qui est arrivé? Moi, j'en ai pas vraiment de souvenir parce qu'en réalité, quand vous êtes collaborateur, vous avez officiellement le droit d'avoir une clientèle personnelle, mais disons que... Non, dans votre propre cabinet.
Dans mon propre cabinet, non, j'en ai pas le souvenir. Je sais que c'est du bouche à oreille et que ça va en réalité. C'est comme ça que ça marche, hein, c'est du bouche à oreille. Alors ça dépend des cabinets d'avocats, mais en droit pénal, c'est quand même beaucoup du bouche à oreille. C'est intéressant parce que à un moment, on a cru que la profession d'avocat allait ressembler beaucoup à ce qui se passait aux États-Unis, qu'il allait y avoir des gros cabinets. Il y en a. Mais on a quand même l'impression qu'il y a en France, il y a un mot qui va bien avec avocat, c'est liberté quand même, non? Oui, indépendance. Et indépendance. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Mais même si on est toujours un peu, en tout cas moi, c'est une de mes préoccupations, c'est l'exercice purement individuel, parce que c'est souvent associé à une forme d'isolement et de solitude, et qui n'est pas forcément un mode d'exercice très confortable, mais les cabinets qui se regroupent pour des exercices individuels au sein d'une même structure, c'est effectivement plus la tradition que le gros cabinet, même si dans un barreau voisin à Nanterre, on trouve ces grosses structures très présentes. Oui. C'est dur de se faire payer de demander. Oui. Ouais, faut être vigilant tout le temps, c'est fatigant. J'ai vu que sur votre site, vous disiez d'ailleurs, c'est très clair, hein, on sait combien Mais coûte c'est une mieux heure en fait. d'avocat. Dès l'instant qu'on est transparent, dès l'instant qu'on en parle tout C'est de très suite, bien, ouais. Ben oui, pour tous. Hein. Parce que je pense qu'il y a aussi, peut-être, enfin chez les gens, chez les justiciables, peut-être un peu d'appréhension de pousser la porte du cabinet d'un avocat, hein, de dire qu'est-ce que ça va me coûter la peau des fesses. C'est impressionnant en plus. Il n'y a pas que le coût, mais enfin ça joue. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le rapport sur ce terrain-là, c'est toujours un peu compliqué, le rapport de l'honoraire entre l'avocat et son client, notamment dans certaines matières. On parlait tout à l'heure de l'assistance aux victimes. Alors même s'il y a de l'aide juridictionnelle de droit dans certains secteurs, il n'y en a pas, et c'est compliqué de demander à quelqu'un qui a déjà subi quelque chose, qui déjà vient vous expliquer qu'il est la victime de quelque chose, que ce soit en pénal ou ailleurs, difficile d'aborder sur le terrain financier. Mais aujourd'hui, ce rapport-là, il est encadré notamment par l'obligation qui pèse sur tout avocat d'établir avec le client une convention d'honoraires qui prévoit au mieux le coût à envisager sur la totalité de la procédure, et ça aide, je pense, autant le justiciable aujourd'hui que l'avocat lui-même. Oui, c'est plus simple. C'est plus simple et plus transparent. J'ai regardé un peu vous citez Vincent et vous. Alors, c'est presque de la pub que vous faites. Vous êtes joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez un problème pénal, allez, venez chez Hector Lagouise. Non, mais tout simplement, il faut attirer aussi. Mais je pense que c'est une question d'attirer, mais c'est aussi une question de ce qu'on propose. C'est qu'un avocat pénaliste qui serait joignable très difficilement, pour moi, ça ne serait pas forcément compatible avec l'exercice que le justiciable lui demande. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un pénaliste? C'est de pouvoir être joignable tout le temps. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que font mes confrères, mais je crois savoir que tout le monde donne quasiment son numéro de téléphone portable pour pouvoir être joint tout le temps. Et que quand quelqu'un vous appelle parce que son frère est en garde à vue, qu'il soit à 21h ou minuit, eh bien, il a envie de pouvoir appeler son avocat et de le joindre. Et moi, pour ma part, mon numéro de téléphone personnel est le même que mon numéro de téléphone professionnel. Et si à minuit et demi, je n'ai pas éteint mon portable et que quelqu'un m'appelle, je répondrai. Ah oui. Et est-ce que vous avez déjà eu la trouille? Parce que vous êtes pénaliste, je veux dire, on voit pas que le summum de l'humanité. Je pense que c'est une question qui se pose. Moi, pour l'instant, je touche du bois. Ma vie n'est pas finie, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que je rejoins ce que disait le bâtonnier Frédéric Champagne, c'est que à partir du moment où les limites sont bien établies avec le justiciable dès le départ, de savoir combien vous allez payer votre avocat et pour quel service, pour quelle prestation, est-ce que ce sera pour la plaidoirie, est-ce que ce sera pour la plaidoirie et l'aménagement de peine, est-ce que, voilà, si on fixe bien ce que l'on doit faire, je pense qu'il n'y a pas de réelle difficulté avec le justiciable qui est en face de nous. Maître Champagne, ça vous est arrivé? Le risque le plus fréquent, c'est surtout celui de la pression. C'est-à-dire que vous allez avoir des clients qui vont être vraiment en fonctionnant comme ça. C'est-à-dire qu'avec en toile de fond, il peut y avoir une petite menace, mais vous savez, un jour, maître, je sortirai, etc. Donc il faut savoir le gérer, il faut savoir aussi se dégager de l'assistance d'un client qui manifestement se trompe de modalités dans l'échange humain. Mais ce qui est le plus présent, plus que la peur, c'est le sentiment de pression qui peut être dans certains dossiers très importante. Alors, une question sur l'exercice même du métier, peut-être avec vous, Stéphane Gauthier. Autrefois, il fallait chercher dans les dallos, les machins, des arrêts. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup informatisé. C'est plus simple d'avoir accès, par exemple, aux décisions jurisprudentielles. Oui, c'est beaucoup plus simple. Même si moi je suis encore très attaché au papier, évidemment que c'est beaucoup plus simple d'aller chercher une décision. Il y a des moteurs de recherche, des choses comme ça, qui sont très bien qui faits. facilitent les. Oui, ça facilite le travail. beaucoup. Oui, vraiment.
Non, c'est bien. Oui, la profession réfléchit beaucoup à tout ce qui est intelligence artificielle pour fournir des produits de plus en plus perfectionnés dans les recherches. Et certains produits aujourd'hui sont très élaborés. Mais c'est vrai que même nous, à l'ordre, on met à disposition à l'ensemble des avocats un abonnement qui est communautaire pour que chacun puisse avoir accès à une bibliothèque juridique dématérialisée. D'accord. Justement, sur cet exercice de la profession, vous évidemment, vous êtes tout jeune avocat, donc vous ne voyez pas d'évolution, mais il y a une facilité pour vous, enfin, d'avoir accès aux grandes décisions qui sont nécessaires à connaître. Qui veut je me relance. Oui, effectivement, c'est vrai qu'alors nous n'avons pas connu les anciennes modalités qui permettaient d'effectuer des recherches juridiques, notamment dans les livres, dans les choses comme ça. Même si moi je le pratique encore parce que, comme ma consoeur Stéphanie Gauthier, je suis très attaché au papier. Mais c'est vrai que nous avons, grâce aux plateformes qui mettent, une plateforme de recherche, qui nous permettent d'avoir accès très facilement à la fois aux textes de loi, aux articles de doctrine et à la jurisprudence, peut-être de vraies facilités quant à la recherche, notamment dans leur étendue et dans leur rapidité, que peut-être n'avaient pas nos prédécesseurs dans les années antérieures. D'accord. Et pour rebondir également sur ce que disait le bâtonnier Frédéric Champagne, monsieur le bâtonnier, la profession a mis en place de nouvelles méthodes de facilitation de nos exercices. Je pense notamment en matière pénale, puisque jusqu'alors, il était assez compliqué parfois de se faire délivrer des copies de procédure. Il fallait courir dans les greffes, il fallait courir dans les services de reproduction pour obtenir une copie de procédure, ce qui est parfois assez complexe. Et un nouvel outil a été développé et mis en place en interaction avec la profession et les services de greffe pour qu'on puisse se faire communiquer sur une plateforme sécurisée des copies dématérialisées, ce qui facilite grandement les échanges, leur qualité et surtout leur célérité, ce qui est quand même un gain notable lorsqu'on exerce la profession d'avocat. Alors je reviens à la formation. Vous êtes 3, 4 secrétaires de la conférence du stage, je crois. Hein. Alors moi, ancien. Vous êtes ancien, oui, absolument. C'est quoi la conférence du stage ? Alors la conférence du stage, je parle sous le contrôle du bâtonnier Champagne, mais c'est un concours pour le résumer succinctement, c'est un concours de plaidoirie des jeunes avocats. Au fond. Hein ? D'éloquence, pour parler plus précisément, dans les grands barreaux, je pense au barreau de Paris, à Lille, dans un certain nombre de barreaux, notamment à Versailles. Donc c'est un concours d'éloquence entre plusieurs jeunes avocats, et les gagnants sont primés et ont l'année suivante le bénéfice des commissions d'office criminelles, c'est-à-dire qu'ils sont commis d'office par le bâtonnier de l'ordre pour défendre quelqu'un qui serait accusé dans une procédure criminelle, et ils ont aussi à représenter le barreau pendant un an dans les différentes rentrées des barreaux dans lesquels serait représenté le barreau de Versailles. D'accord. Avec enfin la tâche de prononcer un discours à la rentrée solennelle du barreau de Versailles qui a lieu chaque année. Donc voilà, c'est ceux qui ont gagné, c'est peut-être les plus éloquents, en tout cas dans ceux qui se sont présentés à ce concours, des jeunes avocats. C'est en gros ça. La robe, c'est important ? Oui. Ah oui. Oui. Oui, vous n'iriez pas plaider comme les Américains, enfin, quoique les Américains, ils ont des perruques pour les juges, donc... Oui, non, moi j'y suis attaché. Attaché. Alors, peut-être pas dans tous les secteurs d'intervention. On intervient en garde à vue dans les commissariats, par exemple, je ne la porte pas. En matière disciplinaire, en revanche, je peux dire, en maison d'arrêt, on intervient également pour la matière disciplinaire. Moi, j'ai tendance à la mettre. Je trouve que c'est l'habit de notre profession, et puis moi, je me sens mieux quand je suis avec ma robe pour intervenir devant un magistrat que quand je suis en civil. Vous parliez de la garde à vue. Le fait que les avocats soient présents dans les gardes à vue, ça a changé beaucoup les choses, à votre avis ? Ah oui, c'était une vraie avancée. Elle est imparfaite, elle est partielle, parce qu'on n'a toujours pas accès au dossier. Et c'est vrai que nous, on réclame de pouvoir être à même de délivrer un conseil utile, efficace aux clients, et ça passe par la connaissance du dossier ou des éléments d'enquête, et pour l'instant c'est un blocage total. On a un entretien d'une demi-heure avec le client, on a accès à certains éléments qu'on pourrait qualifier d'essentiels de l'enquête, mais pas tous, et donc notre marge de conseil, elle est sensiblement réduite. Beaucoup de pénalistes d'ailleurs font l'entretien de 30 minutes avant le début de la garde à vue et n'assistent pas le client ensuite, pour éviter que leur présence devienne finalement une caution
On dit, mais l'avocat était là, donc monsieur, ce que vous avez dit est frappé forcément du sceau de la vérité. Donc, comme on est... Moi, je sais que assister à un interrogatoire alors que j'ai pas la matière pour savoir si c'est... J'exerce pas à ce moment-là 100% de ma profession. Hein. D'accord. Alors, je vais vous poser les questions que tout le monde se pose sur la profession d'avocat. Ce sont des questions un peu bateau, mais bon, voilà. Alors, peut-être commencer par les pénalistes. Comment on peut défendre des fournirés, des terroristes, comme le Tunisien qui a tué ces 3 personnes à Nice, par exemple. Enfin, des salauds absolus, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent comment, voilà, c'est des gens indéfendables. Je pense que d'abord, il y a toujours un moyen de défendre quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne évidemment ce qui a été fait. On défend le criminel, on ne défend pas le crime. Hein. On défend le délinquant et pas le délit qu'il a commis. Il y a toujours. Et puis d'abord, enfin, c'est aussi pour ça qu'on est avocat, en tout cas. Si vous défendiez que des gens honnêtes, on n'aurait peut-être pas tant de travail que ça. Mais il y a toujours quelque chose. Alors la marge, on le sait. Hein, vous donniez des noms de criminels tristement célèbres. La marge d'intervention, la marge, elle est faible, mais elle existe, et je crois que le rôle et l'essence de la profession d'avocat et son rôle, c'est justement d'utiliser cette marge et de peut-être tenter, je dis bien tenter, de réhumaniser quelqu'un qui est déshumanisé aux yeux des autres. C'est pas toujours facile. Hein. Dans le cas que vous avez cité, c'est sans doute pas facile, mais il y a toujours peut-être un petit quelque chose à dire attention, et puis essayer de fournir le maximum, si on parle des crimes les plus graves, ils se déroulent aujourd'hui encore, malgré l'avènement de la cour criminelle devant des jurés non professionnels, c'est aussi de faire preuve de pédagogie au nom de la défense, en expliquant comment ça va se passer, en expliquant ce qu'on peut trouver comme... Il faut comprendre avant de juger. Et on est là pour essayer de comprendre. On n'est pas là pour essayer de justifier. C'est pas la même chose. On essaie d'essayer de permettre aux jurés de comprendre comment on a pu en arriver là. S'il y a des explications, il n'y en a pas toujours. Et de faire en sorte que la personne soit défendue le mieux, soit jugée le mieux possible. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que l'avocat adhère ou ferme les yeux sur l'horreur, quelquefois, de certains faits qui leur sont reprochés. Vous parliez du livre d'Alberno, Les défendre tous. C'était ça, justement. Oui. Alberno, voilà, en plus une histoire particulièrement, enfin une histoire judiciaire qui est troublée. C'est pendant la guerre, c'est l'après-guerre. On a des avocats qui ont été résistants, qui défendent les collaborateurs. Elle est là, enfin, même si c'est l'outrance de l'histoire, mais l'avocat qui respecte son serment, il est présent là. Il est présent. Mais c'est vrai que ça peut surprendre ou déstabiliser quelqu'un qui n'est pas professionnel. Je comprends. On parle beaucoup des pénalistes là-dedans, mais dans le droit de la famille, par exemple, je ne sais pas est-ce que vous défendriez dans une procédure de divorce un mari dont vous savez pertinemment qu'il bat sa femme? Forcément oui. Ouais. Après, c'est aussi savoir l'accompagner. Moi, je suis beaucoup aussi dans le développement des procédures alternatives, comme dit tout à l'heure M. le bâtonnier. Oui, il y a des conciliations aussi. Hein. Donc on peut envisager les faits différemment. On ne parle pas évidemment des violences entre concubins. On n'est même plus d'ailleurs en droit de la famille. On est dans le pénal. On est déjà dans le pénal. Ouais. Mais on peut, nous aussi, défendre une position que parfois on ne partage pas. Des demandes peuvent être faites par nos clients qui ne correspondent pas aux demandes que nous, on aurait pu faire. Mais finalement, on n'est pas un modèle. On doit, nous, accompagner les clients dans ce qu'ils souhaitent. Donc, c'est d'abord déterminer clairement leurs besoins et arriver à les mettre, à leur donner un mot juridique, quoi. Donc, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'ils demandent. Notamment, moi, je vois dans les organisations pour les enfants, parfois, il y a des choses qui me paraissent aberrantes, mais parce que c'est ma façon de voir les choses. Après, il faut savoir s'adapter au quotidien des gens et on peut ne pas être d'accord et les défendre quand même, je crois. Il y a chez certains avocats, Vergès disait ça quand il défendait Barbie, mais Dupond-Moretti, quand il était avocat, on sentait ça aussi, une sorte de jouissance à être seul contre tous. Vergès disait, voilà, j'étais le seul avocat défendre Barbie et j'avais 50 ou 30 ou 20 avocats de la partie civile face à moi, j'étais seul face à eux, quoi. Vous avez cette... justement, défendre peut-être ce qu'on appelle l'indéfendable, ça Moi, j'aime bien l'idée aussi de la seule main tendue. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez l'impression que vous êtes même dans des dossiers de faible envergure. Hein. Simplement parce que les faits sont honteux, parce qu'ils sont pathétiques, parce qu'ils sont... Et là, vous savez que l'espace d'un instant, et ça peut apporter une forme, je ne sais pas si c'est de réjouissance ou de jouissance, mais une forme de fierté,
d'être celui qui va dire, bon écoutez, c'est bien, la partie civile a lâché tout ce qu'elle pouvait dire sur cet homme ou cette femme, peu importe, le ministère public aussi, l'instruction d'audience a été faite un peu à charge, mais je vais être celui qui va dire quelque chose, qui va redonner à cet homme ou à cette femme, encore une fois, le sentiment que tout le monde ne le rejette pas. Et ça, vous savez, quelquefois, vous avez des frais, même en correctionnel, hein, la personne se lève, elle est pas détenue, on est sur des faits qui sont pas graves, mais qui sont honteux. Vous avez, je pense notamment, par exemple, sur certains faits qui sont à la fois pathétiques. Vous avez l'exhibition sexuelle, par exemple, et vous avez ce monsieur qui va se lever, on va donner son nom, on va se donner son prénom, et il va devoir expliquer pourquoi, pathétiquement, il s'est exhibé devant. Eh bien, même si le fait, il est désagréable, il est socialement répréhensible, il est pénalement répréhensible, mais il va y avoir une espèce de ça ne se fait pas, et vous allez être la seule main qui va accepter de se tendre vers lui pour dire 2 ou 3 choses. Mais il n'est pas seul, quoi. Il n'est pas seul. Ouais, et ça apporte ça, une forme, ça peut apporter une forme de fierté. Pas toujours, hein, parce que c'est pas toujours évident d'être le seul, parce que quelquefois, objectivement... oui, parfois on a le sentiment de solitude aussi. Oui, il peut y avoir des vrais sentiments de solitude à l'audience, et même avant. Mais ça peut être une forme de fierté, et encore une fois, avec toute l'humilité requise, c'est-à-dire du petit dossier du quotidien au gros dossier spectaculaire qui entre dans l'histoire judiciaire du pays ou dans l'histoire internationale, comme le nom que vous citiez tout à l'heure. Là, je peux comprendre que, évidemment, ce soit décuplé, mais au quotidien, ça arrive aussi. Mais on ne poserait pas la question à un médecin, par exemple. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on nous pose toujours la question à nous, avocats, est-ce que vous défendriez n'importe qui? Alors même que là, je crois qu'un jeune homme aurait essayé d'attaquer un prêtre orthodoxe à Lyon. On n'a pas posé la question de savoir si les médecins avaient bien fait de soigner ou pas l'homme qui aurait été l'assaillant. Sur le Tunisien, il y a des gens qui disent mais pourquoi on le soigne, quoi. Mais je trouve que la question est choquante, et pour un avocat, c'est un petit peu la même chose. Le travail d'un médecin, c'est de soigner, le travail d'un avocat, c'est de défendre en partie. Est-ce que, je parlais de Vergès et de Dupond-Moretti, ils ont tous les deux fait du théâtre, et on dit souvent, voilà, l'avocat c'est du théâtre. Il y a un côté théâtral dans l'exercice de votre profession, à un moment, évidemment pas quand vous êtes seul dans votre bureau. Si, peut-être, à un moment où on s'exprime. Peut-être. Oui. Est-ce que vous auriez... encore dans le bureau parce que l'on répète souvent les plaidoiries. Ah oui. Il y a évidemment un lien avec le théâtre puisque nous prenons la parole et que nous prenons la parole en public. Après, il y a des différences excessivement notables, d'abord dans le résultat ou dans le but, et puis également dans le texte, puisque nous l'écrivons. Nous sommes les porte-parole de ce que nous dit le client, mais nous écrivons le texte. Mais il y a un lien avec le théâtre, il y a beaucoup d'avocats qui font du théâtre. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas penser que ça s'est adossé à un manque de sincérité. C'est-à-dire que, oui. Vous voyez, c'est pas un jeu, c'est pas un rôle. C'est-à-dire que quand on défend, effectivement, il y a des points communs, je rejoins ce qui est dit. Mais on peut jouer le rôle de l'avocat. Vous voyez ce que je veux dire? On peut sans doute surjouer quelquefois. Surjouer, parce que, voilà, c'est pas tout à fait naturel, forcément, de s'adresser à des gens, d'avoir des effets, ce qu'on appelle les effets de manche, c'est-à-dire de jouer sur les sentiments. Bon, mais ça peut se comprendre, ça. Oui, c'est sûr, mais je crois vraiment que, en fait, il y a une vraie sincérité, mais y compris dans l'effet de manche, simplement, parce que c'est un talent qui s'exprime. Vous allez avoir un avocat qui va avoir une facilité dans ce qu'on peut qualifier d'effet de manche, même si c'est quelquefois péjoratif, hein, l'effet de manche. On a le sentiment que c'est un peu de la poudre comme ça lancée devant un objet ou un moment gênant du dossier. Mais il y a, à la différence du théâtre, mais même s'il y a des points communs, il y a les costumes, il y a une forme de mise en scène, parce que tout le monde ne prend pas la parole en même temps et n'importe comment, et on ne se tient pas n'importe comment, et on ne dit pas n'importe quoi, et on ne parle pas n'importe comment. Il n'en demeure pas moins que, voilà, c'est quand même la réalité. C'est-à-dire que ce qui va se jouer, c'est pas une histoire, c'est pas un texte, et puis surtout, très souvent, la représentation est unique. C'est souvent ce qui change avec le théâtre, c'est que si vous vous trompez, si vous passez à côté de votre dossier lundi, il n'y aura pas de deuxième représentation mardi. Il y a une exigence quand même sur la représentation unique. Oui, il faut être bon au bon moment. Hein. Voilà. Ouais. Le fait qu'un de vos confrères soit garde des Sceaux, c'est une bonne chose? Oh, oui, objectivement oui, parce que c'est toujours... En fait,
il est rassurant que l'on considère qu'un avocat est digne d'être garde des Sceaux. C'est pas le premier dans l'histoire. Il y en a eu d'autres, des gardes des Sceaux célèbres et des avocats célèbres qui sont devenus gardes des Sceaux, mais c'est toujours vécu par la profession comme un gage de reconnaissance sur le sérieux et sur le... Quand on demande à un avocat d'être ministre, c'est qu'on considère qu'un avocat peut être ministre. Donc pour la profession, c'est toujours évidemment vécu comme une forme de compliment général. Et vous comprenez la guerre que lui font un peu les magistrats, justement ? Le garde des Sceaux actuel n'a pas toujours été tendre avec les magistrats. Donc on peut imaginer, oui, que si certains ont été choqués, d'autres ont pu être surpris. Et puis je pense que les choses rentrent aussi un petit peu dans le rang. C'est-à-dire qu'il n'est pas ministre comme il a été avocat, je le pense. Et que voilà, c'est... Non, il a changé. Même physiquement, je trouve, de costume, les costumes ne sont plus les mêmes. Il est entré dans des costumes de ministre. C'est vrai. Il nous reste à peine une minute et demie. Je voudrais qu'on parle justement... Alors, la fonction de bâtonnier, on l'a compris, vous dirigez le barreau de Versailles. On parlait des difficultés qui ont été les vôtres, puisqu'il y a eu la grève sur les retraites, il y a eu le Covid. Le deuxième confinement, il est plus simple à gérer pour vous ? Le premier était terrible parce qu'il s'accompagnait d'une cessation totale d'activité judiciaire, à peu de choses près. Oui, les tribunaux étaient fermés. Par l'ultra-urgence, plus rien n'était traité. Ça a été très compliqué d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue social et d'un point de vue financier, soyons clairs. Le client dont l'affaire n'est pas jugée, il ne s'empresse pas d'aller chez son avocat, s'il peut y aller, pour dire je vais vous régler. Là, le second, je préfère utiliser second, ça pourrait vouloir dire qu'il n'y en a pas de troisième, mais en tout cas, l'actuel confinement, il est différent. L'activité est maintenue, donc il n'y a pas le même stress. Même les autorisations, vous voyez, il y a des signaux. L'autorisation permet à un justiciable d'aller chez son avocat pour assister à un rendez-vous. Bon, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout économiquement, je pense, en tout cas, et judiciairement Mais parlant. économiquement, c'était compliqué. Ah, c'était très compliqué. Il y a eu des très compliqués. En pénal, l'activité a continué, donc ça n'a pas été compliqué en droit de la famille, pour les pénalistes. On pouvait continuer à avoir les clients. C'était pas la même chose. Effectivement, il n'y avait plus les audiences, donc il y avait beaucoup de renvois, mais on pouvait continuer à avoir les clients au moins en visio. On a découvert des choses, les moyens techniques pour pouvoir poursuivre avec eux et les accompagner, parce qu'on a notamment en droit de la famille, on a quand même des familles qui se sont retrouvées confinées ensemble et où les tensions ont pu s'avérer. Poser des problèmes. Voilà. Donc on a continué à travailler. Bien sûr que c'était plus compliqué, mais on a continué à travailler quand même. Écoutez, merci infiniment, Merci. Maître Frédéric Champagne, Maître Stéphanie Gauthier, Maître Hector Lajoigny. Merci beaucoup, Maître Gabriel Boissa, Maître Vincent Niclot, Maître Leïli Chaïd Nouraï et Maître Geoffrey Meyer. Merci d'avoir participé à cette émission. Voilà, j'espère qu'on a donné un peu, peut-être l'envie. S'il y avait un jeune comme ça qui vous dit j'ai envie de devenir avocat, vous lui dites quoi comme conseil ? Il faut foncer. Faut foncer. Moi, je suis plus âgé, je lui dis attention, il peut y avoir quelques désillusions, mais il faut y aller quand même. Voilà. Ok, vous aussi ? Ouais, pareil. Allez, on y va alors. Merci infiniment. Merci infiniment et à très vite pour une nouvelle émission. Merci.